Aujourd'hui, vous êtes multimillionnaire. Je ne sais pas combien vous gagnez. Mais franchement, l'argent, non, mais je vous le dis. Vous le dites, l'argent, vous en foutez. Vous dites. Mais alors, totalement. Je suis arrivé à Paris. J'habitais rue de l'Arrivée. On est chez Brut. Tout à fait. Les locaux sont rue de l'Arrivée. J'habitais en face. D'accord. Il y a une crêperie. C'est marqué Pierrot la crêpe. J'habitais juste au-dessus, dans un studio de 15 mètres carrés. Pierre-Antoine Capton n'habite plus un studio de 15 mètres carrés. Aujourd'hui, il est l'une des personnalités les plus puissantes du cinéma et de la télévision. Ça existe toujours, Pierrot la crêpe? En fait, j'ai regardé. Il n'y a plus le. Ah non, il y a toujours. On pourra aller déjeuner là-bas un jour ensemble. En 2015, il cofonde Media One avec Mathieu Pigasse et Xavier Niel. 10 ans plus tard, leur boîte est un géant mondial de la production indépendante. Quand vous vous retrouvez à une table avec Brad Pitt, George Clooney et Bono, comme ça a pu m'arriver récemment, vous vous demandez ce que vous foutez là. Parmi les œuvres produites par Media One, le film F1 avec Brad Pitt, Le Comte de Monte Cristo, L'amour ouf ou plus récemment Backrooms, le fameux film de l'américain Kane Parsons qui vient de YouTube et cartonne au box-office. Media One produit aussi des séries, 10%, HPI, Adolescence, des émissions, C'est à vous sur France 5, Nouvelle École sur Netflix, et puis des documentaires, des films d'animation, ils ont même dans le sport associé par exemple avec la maison de production du basketteur superstar LeBron James. Bref, Media One, c'est du lourd, et Pierre-Antoine Capton, un type finalement assez simple qui répond à mes questions sans trop de langue de bois. Media One, c'est une marque mondiale. Donc vous travaillez aux États-Unis comme en France, c'est-à-dire vous vivez régulièrement aux États-Unis, à Los Angeles. Dans la production audiovisuelle, c'est quoi les principales différences entre la France et les États-Unis? Aux États-Unis, l'échec est accepté, ce qui est déjà. Alors, dans la vie en général aux États-Unis, l'échec est accepté. En France, il est moqué, mis en avant. Et quand on se casse la gueule, qu'on rate un film, une émission, en France, pendant très longtemps, c'est compliqué qu'on vous redonne une seconde chance. Aux États-Unis, vous vous plantez sur un film, c'est pas grave, vous pouvez en faire un autre immédiatement. Il n'y a pas de limite aux États-Unis. On essaie de toucher une audience globale, que le monde entier vous suive. En France, on peut aller faire un film pour qu'il soit très peu vu. Ce n'est pas un problème et c'est tant mieux. Donc ce sont deux mondes totalement différents. Après, j'ai vu, il y avait une interview sur France Inter en 2024. Vous racontiez, quand vous êtes arrivé aux États-Unis, vous ne parlez pas très bien la langue. Je la parle toujours pas très bien. Vous avez employé le terme humilié. Vous avez dit que vous avez fait des rendez-vous avec des pontes américains et vous étiez senti humilié, ce qui est un mot fort, j'ai trouvé. Alors, humilié, moi j'ai pu me retrouver dans des situations où je me sentais pas à ma place. Vous savez, d'abord j'ai un parcours, on en parlera peut-être. Oui. Je viens de Trouville, d'une famille, mes grands-parents étaient pêcheurs, ma mère coiffeuse, mon père moniteur d'auto-école. De temps en temps, quand vous vous retrouvez à la table de très grands patrons milliardaires qui possèdent Warner ou Paramount, quand vous êtes avec David Ellison, ou quand vous vous retrouvez à une table avec Brad Pitt, George Clooney et Bono, comme ça a pu m'arriver récemment, vous vous demandez ce que vous foutez là. Quand ils vous posent des questions, vous vous demandez à quel point vous pouvez les intéresser, si c'est de la politesse ou quelque chose. Et donc, quand je débarque aux États-Unis les premières fois, que je connais personne, que je ne parle pas bien la langue, je sens qu'ils ne me comprennent pas. C'est-à-dire que quand vous parlez, il y a 3 secondes de décalage avec le moment où ils vont vous répondre. Donc ils essaient de formuler une réponse à partir de ce qu'ils ont pu comprendre de vous. Vous vous sentez un peu humilié, le terme est peut-être assez fort, mais en tout cas pas à votre place et vous avez besoin de grandir par rapport à ça. On va parler de plein de choses ensemble, hein, mais on va commencer par votre métier. Oui. Votre métier, c'est producteur. Alors c'est un métier, les gens connaissent le terme producteur, mais j'ai le sentiment que la réalité de ce métier est assez méconnue, et peut-être parce qu'elle est assez hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a différents types de producteurs. Comment vous définiriez votre métier, vous ? Moi, aujourd'hui, j'essaie de dénicher des talents, d'être l'architecte de leur succès. C'est-à-dire d'essayer de trouver le meilleur moyen de construire des lieux ou des entreprises qui leur permettent de rencontrer le succès. On parlera du réalisateur de Backrooms peut-être plus tard, mais c'est un très bon exemple. Ouais, qui vient de YouTube. Exactement. Qui, en gros, budget de 10 millions. Là, ça cartonne au box-office. Ça va être peut-être le film le plus rentable. Hein. Il est à 300 millions de dollars de box-office et ça part d'un mème qui a été publié sur Internet en 2019. Lui, il s'empare de ce mème. Il fait une petite vidéo YouTube, une sorte de court-métrage quand il a 17 ans. On va le chercher à ce moment-là. On lui propose de faire un film. Et aujourd'hui, il devient l'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood. Tout le monde veut travailler avec lui. Et c'est hyper intéressant pour nous de se dire, voilà, on part d'une image et on en fait aujourd'hui une franchise mondiale. Vous ne partez pas d'une œuvre, vous ne partez pas d'un livre, vous ne partez pas d'un film existant, vous ne faites pas un remake, vous partez d'un mème et vous en construisez une histoire mondiale. Donc c'est architecte de ces succès-là. J'essaie à la fois de défendre aussi une sorte de souveraineté, de faire en sorte que la France et l'Europe rayonnent à l'international
Puis mon dernier métier, c'est une sorte d'investisseur, donner des moyens à des talents de réussir et de faire des choses en plus grand, alors à travers des films, des séries, mais aussi des entreprises. Et aujourd'hui, l'écosystème Media One me permet d'être au milieu de tout ça. Avant, j'étais producteur, j'avais les mains dans le cambouis, dans les régies, à fabriquer des émissions. Maintenant, j'essaie d'accompagner tous les talents créatifs et de leur permettre de s'exprimer à peu près sur tous les territoires et dans le monde entier. Oui, vous disiez un producteur parce que vous avez lancé Troisième Œil quand vous aviez 26 ans, exactement, en 2001. Ouais. Troisième Œil, d'ailleurs, c'est le nom du groupe de rap marseillais. Oui, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom de ma boîte, c'est que j'avais déjà signé une émission de télé. Ouais. Il fallait que je dépose les statuts de ma société et je n'avais pas trouvé de nom. Et j'étais dans ma voiture et passé à ce moment-là sur Skyrock. Vous écoutez Skyrock, vous ? J'écoutais Skyrock, oui. Okay. Je fais partie de la génération de la bande FM avec les Max, D-Fool et toute cette génération-là. Donc j'y ai passé beaucoup de temps. Donc producteur, vous avez 26 ans, aujourd'hui vous en avez un peu plus. Ouais, c'est sympa. En quoi vous avez progressé ? Dans tout, et je progresse encore énormément. En quoi j'ai progressé ? D'abord, j'ai moins peur qu'il y a 25 ans. C'est-à-dire que là où j'aurais pu freiner certaines ambitions et me dire « ce projet-là ne marchera jamais », c'est dans les projets où je me disais qu'ils ne marcheront jamais qui rencontrent le plus grand succès. Voilà, ceux-là, je suis sûr de me dire, si on part d'une page blanche et qu'il y a une chance sur 1000 d'y arriver, que celui-là fonctionnera. Et que peut-être qu'il faudra que j'y mette plus d'énergie, mais qu'à la fin, on fera un immense succès. Un exemple, j'ai eu la chance de produire les pièces de théâtre de Florian Zeller, qui est un de mes amis. Ouais. Qui est un peu à l'origine de votre envie de conquérir les États-Unis. Exactement. Florian produisait des pièces de théâtre en France. Ça marchait plutôt pas mal, il avait du succès. Il voulait faire du cinéma, on a produit un premier court-métrage. Et pour faire son film, il fallait des financements. Le Père, qui était une pièce de théâtre, pour en faire le film. Personne n'a voulu le financer en France. Florian l'a écrit en anglais, l'a envoyé à Anthony Hopkins, a réussi à le faire financer et a gagné 2 Oscars pour son premier film. Et paradoxalement, le César du meilleur film étranger. Mais c'est pour vous dire que quand vous avez quelque chose où vous sentez qu'il y a quelque chose de qualitatif, une belle histoire, quelque chose qui va marcher, si vous vous accrochez, que vous le financez bien, et maintenant moi j'arrive à avoir les bonnes ouvertures pour aller frapper aux bonnes portes et les ouvrir, et ben ça fera un succès. Donc ça fait partie aujourd'hui de mon métier de producteur, c'est ça. Vous avez dit aussi dénicher des talents. C'est un peu une formule, dénicher des talents. Ça veut dire quoi en fait ? Parce que quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue ? À quel moment vous vous dites, tiens, cette personne, c'est quoi ? C'est l'instinctif ? Ouais, c'est que d'abord, moi j'adore les contenus, la télé. J'essaie de regarder un maximum de choses. Comme quand j'étais jeune, je passais mon temps devant la télévision. J'essaie de regarder sur YouTube, sur Instagram, tout ce qui peut se passer. J'essaie d'écouter mes enfants pour voir aussi quels sont leurs goûts. Je vais au cinéma et je continue de regarder énormément la télévision. Et de me dire, lui, par exemple, il pourrait faire un très bon chroniqueur de C'est à vous. Hier, j'ai rencontré un jeune de 18 ans qui m'a envoyé un message sur Instagram que je trouve hyper intéressant, qui va faire des essais la semaine prochaine pour C'est à vous et qui pourra peut-être intégrer l'équipe l'année prochaine. Ça marche encore, ça ? Ouais, on peut vous contacter, faites gaffe parce que vous allez avoir un message. J'en ai plein, je ne peux pas recevoir tout le monde, mais j'essaie de les faire traiter et de suivre. C'est de regarder sur YouTube, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jeune talent réalisateur qui mériterait un investissement de quelques millions d'euros pour faire un premier film qui pourrait rencontrer un succès. C'est notre travail en permanence, alors c'est le mien, c'est celui des 100 producteurs avec qui on travaille, d'Hugo Sélignac, de Dimitri Rassam, de Justine Planchon, de tout un tas de gens avec qui on bosse, d'accompagner les talents. Est-ce qu'il y a des certitudes que vous avez acquises dans le cadre de votre métier ? Alors d'abord, moi je ne suis pas tout seul. Hein. On a une équipe, Elisabeth Darvieux, Guillaume Isabelle, on est nombreux à travailler ensemble. Et sans eux, rien n'est possible. On rencontre beaucoup de monde. Quand je rencontre Dimitri Rassam pour la première fois, c'est par hasard. Il est propriétaire d'une IP d'animation qui s'appelle Miraculous Ladybug, avec un garçon qui s'appelle Jérémy Zag et Aton Soumache. Je le rencontre dans le cadre d'un truc d'animation. Il fait du cinéma à côté. J'ai un coup de cœur pour lui. Il me dit, moi, je veux travailler avec vous, mais je viens avec un autre producteur qui s'appelle Hugo Sélignac. Je rencontre Hugo Sélignac, j'ai un énorme coup de cœur pour lui. Et puis Hugo Sélignac, il a 50 réalisateurs avec qui il travaille. C'était le début de son histoire. Et aujourd'hui, on est toute une bande. Et en fait, là où je ne me suis pas trop trompé, c'est sur le choix des personnes avec qui je travaille. Et on donne naissance tous ensemble à de plus en plus de contenu. On fait confiance tous ensemble à de plus en plus de réalisateurs, de scénaristes, d'auteurs. Et c'est notre force. Moi, c'est d'essayer de bien choisir à l'origine les talents qui vont rejoindre Media One, et eux, c'est de bien choisir les histoires, les réalisateurs qu'ils vont raconter.
Et pourquoi cette année, on avait 9 films au Festival de Cannes et Hugo Sélignac, à lui seul, en avait 5 ? C'est parce que ces gens ont bon goût. Et pareil aux États-Unis, pourquoi aujourd'hui Plan B est derrière tout un tas de films oscarisés, de séries qui fonctionnent ? C'est parce qu'ils sont bien connectés. Et donc, étape par étape, on arrive tous ensemble à connecter les meilleurs talents de l'écosystème. Et c'est une force parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le line-up de Media One, c'est-à-dire nos séries et nos films qui arrivent, il est absolument incroyable. La figure du producteur a évolué. Oui. Jean-Pierre Rassam, par exemple, c'était quelqu'un de, je prends une expression américaine, bigger than life. Un côté, aujourd'hui, un producteur, j'ai l'impression que c'est quelqu'un beaucoup plus rangé. Enfin, vous n'avez pas l'air de ressembler à Jean-Pierre Rassam, qui était très excessif. Peut-être vous l'êtes, je ne vous connais pas. Alors, les gens autour de moi peuvent l'être. Dimitri Rassam dans son genre, Hugo Sélignac dans son genre, ou d'autres producteurs qui ne sont pas chez Media One sont encore des personnages flamboyants. Moi, j'ai une personnalité un peu différente, un peu plus effacée. Je me range derrière tous les producteurs avec qui je travaille ou tous les talents. Par contre, je sais monter en première ligne quand il y en a besoin et mettre du poids de corps quand il y en a besoin. Quand on me dit non sur un projet auquel je crois, où je sais que ça va marcher, je peux me mettre très en colère et faire en sorte de convaincre mon interlocuteur. Alors avant, j'ai essayé de convaincre des patron d'unité en France sur des magazines. La semaine dernière, je suis un peu énervé avec un patron de plateforme américaine parce que j'étais convaincu qu'un des programmes qu'on allait proposer devait être un peu mieux financé et avoir un éclairage un peu plus important. Et c'est encore de la bagarre aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes obligé, et j'ai beau être à la tête de Media One et avoir tout un tas de talents autour de moi, de temps en temps, de faire des bras de fer, de faire en sorte de dire je te donne tout ça et tu me donnes ça. C'est des vrais échanges et c'est assez amusant à faire, mais il y a un côté, franchement, ces coulisses-là, vous les verriez, il y a un côté assez spectaculaire. C'est quoi un bon producteur et est-ce qu'il y a une seule réponse à cette question ? Il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question. Un bon producteur, c'est quelqu'un qui a de l'instinct, c'est quelqu'un qui va se battre pour ses talents. Je vois l'énergie d'Hugo Sélignac sur le financement d'un film comme Johnny, par exemple, qui est un projet qui lui tient à cœur, qu'il a absolument envie de bien financer, pas pour gagner de l'argent, parce que je pense qu'il s'en fout, mais pour faire en sorte que son réalisateur, Cédric Jimenez, ses acteurs travaillent dans de bonnes conditions et que le film soit bien, et pour que le film rencontre le succès et pour que cette œuvre reste pour l'éternité. Là, il est capable de tout pour y arriver. Et ça, c'est un bon producteur, quelqu'un qui est capable de mettre cette énergie. Les bons producteurs comme Jeremy Kleiner de Plan B, l'associé de Brad Pitt, c'est quelqu'un qui est capable, à l'écriture, en lisant un scénario, de faire travailler, retravailler jusqu'à la perfection d'un scénario. C'est quelqu'un qui est capable, sur la série Adolescence, de dire « Ok, on n'a pas beaucoup de moyens, peut-être mettons un drone pour faire des plans séquences parce que ça va apporter quelque chose de différent. » Ce sont des producteurs parce que créativement, ils apportent un truc en plus. L'ADN de Media One, c'est d'essayer d'avoir des contenus premium qui vont rencontrer leur public et d'essayer d'être un peu mieux que les autres. Et honnêtement, aujourd'hui, ce succès-là, c'est parce que ces producteurs ont un truc en plus, tous différents, mais qui complètent parfaitement notre offre. Vous avez parlé d'adolescence. En préparant cette discussion qu'on a, j'ai appris un truc. C'est qu'en fait, ça a été refusé par Amazon aux US. Ouais. Et ça a été accepté par Netflix au Royaume-Uni. Et j'ai l'impression que le budget a diminué pour que ça soit accepté. Mais je me suis posé cette question, c'est pourquoi c'est refusé par Amazon aux US et accepté par Netflix au Royaume-Uni ? C'est uniquement une question de budget ? Non, alors c'est pas du tout une question de budget, c'est que aujourd'hui, on est dans une tendance de globalisation. Quand j'ai démarré ce métier, je pouvais à France Télévisions convaincre... il y avait, 3-4 patrons de la fiction différentes et c'était génial parce que ça pouvait être refusé à une porte et être accepté à l'autre. Aujourd'hui, ce secteur s'est globalisé. Et donc, vous avez pour Amazon dans le monde quelqu'un qui va dire cette année, on veut tel type de programme. Et puis, cette personne sera remplacée 3 mois après qui dira maintenant, on ne veut plus des programmes qui vont être sur le sport, on veut que des programmes qui vont parler de l'éducation. Et je caricature, mais c'est un peu ça. Et donc, quand vous présentez un film qui peut être le film le plus génial du monde, si ce n'est pas le bon moment, vous passez à côté. Donc, vous êtes obligé. Vous avez pour proposer la meilleure série, elle ne sera pas prise. C'est un peu le cas d'Adolescence. Mais Adolescence, quand vous regardez un peu le pitch et vous dites une série sur le masculinisme tournée avec des plans séquences du début à la fin, le harcèlement, c'est une série très compliquée. Bien la financer, c'est compliqué. Donc, je comprends qu'Amazon ait pu la refuser.
Et puis tout d'un coup, que Netflix la prenne en Angleterre, c'est une chance. Et puis que tout d'un coup, cette série devienne la plus vue dans le monde, c'est quand même un truc incroyable. Donc il y a une part de chance dans ces métiers-là. Notre boulot, nous, c'est d'appuyer pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, quand vous avez une couleur donnée par une plateforme à un moment donné, ça crée des programmes qui ne passent pas. Nous, notre force, c'est d'être aujourd'hui connecté à tous les acheteurs, tous les diffuseurs, et de se dire, et de temps en temps, j'essaie de résumer mon métier comme ça, quand vous nous proposez aujourd'hui un contenu, un film ou une idée, j'essaie de trouver quelle est la meilleure piste d'atterrissage, une sorte de tour de contrôle pour vous dire, OK, il y a tel avion qui arrive, il faut qu'il se pose là. Et ben nous, adolescents, ça arrive à ce moment-là de l'histoire des contenus. On va aller le proposer à Netflix en Angleterre parce qu'on sait qu'ils recherchent ce genre de choses. On va aller le proposer en salle de cinéma parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est là où il va rencontrer le plus de public. Et ça, croyez-moi, c'est passionnant d'avoir cette possibilité d'imaginer le meilleur territoire, le meilleur endroit pour un programme. C'est ce qu'on essaie de faire en permanence. Dans le cadre de votre métier, quelle est la part d'interventionnisme que vous avez? Parce que vous produisez tellement de choses que j'imagine que vous ne pouvez pas être dans l'opérationnel tout le temps. Mais malgré tout, j'ai le sentiment que vous êtes quand même assez présent. Alors, pas interventionniste, parce que ça voudrait dire que je donne mon avis pour tout, mais j'essaie d'être un support quand ils en ont besoin. C'est-à-dire que souvent, ils viennent vous voir pour vous dire « Est-ce que tu peux m'aider et qu'est-ce que tu ferais de ce film ?» et est-ce qu'on doit aller à Cannes ou à Venise et est-ce qu'il faut le proposer à Paramount ou à Netflix ou est-ce qu'on le met en film, plateforme ou en salle? Donc il y a beaucoup d'appels entrants sur ces sujets-là. Il y a plein de moments où ils n'ont pas besoin de moi, mais de plus en plus, les années passant, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'avoir un regard un peu global, stratégique, ensemble, de se dire, d'abord on est plus forts tous ensemble et comme on a une bonne vision large, ça nous permet de savoir un peu. Donc mon interventionnisme, honnêtement, il n'y en a pas. J'ai lu que, par exemple, quand il y avait, dans une des émissions de télé que produit Media One, C'est à vous, ouais. Qui est un peu votre bébé, puisque vous produisiez oui, avec Troisième œil. Alors peut-être que ça explique cela. Il y a quelques temps, il y avait Léon Marchand à Quotidien, et vous avez fait un mail à toutes les équipes pour leur dire « Attendez, c'est pas possible qu'il soit chez Quotidien, pas chez moi ». Ça, c'est le genre de truc que vous faites régulièrement? Je le fais tout le temps. Et je le fais tout le temps pour une faute de synthèse sur un programme. Ouais, ça, c'est de l'exigence plus que dans l'interventionnisme. Et je considère qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur des émissions de télé, laisser passer des fautes ou ne pas être motivé pour avoir le meilleur invité et ne pas se battre, c'est une faute professionnelle. Donc, j'essaie de challenger en permanence parce que je sais la chance qu'on a de travailler dans ces métiers-là et qu'il y a des milliers de gens qui aimeraient faire nos métiers, qu'il y a des millions de gens qui nous regardent et que la moindre des choses, c'est de bien faire ce qu'on a à faire. Alors, vous produisez beaucoup d'histoires. La vôtre, elle est assez dingue. C'est un storytelling impeccable, mais qui repose sur une réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, votre père était directeur d'auto-école, votre mère tenait un salon de coiffure, vous avez raté votre bac. Alors, quand on rate son bac, c'est embêtant, mais des années après, ça peut servir. Ça fait incroyable. Il a raté son bac une première fois. Vous l'avez eu au rattrapage, d'ailleurs, la seconde fois. Et puis, dans ce storytelling impeccable, vous êtes un fan de télé et vous aimez cette vieille émission des chiffres et des lettres. C'est vrai. Tout est vrai, évidemment. Je dis storytelling. C'est pas un storytelling. Pour vous chercher un peu, mais c'est vrai. Ouais, c'est ma vie. Et vous savez quoi, j'ai eu une enfance hyper heureuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. À Trouville. À Trouville-sur-Mer. Et j'ai été élevé donc, par mes parents, mais beaucoup par ma grand-mère, parce que mes parents travaillaient. Et donc on vivait dans son appartement HLM. Et la télé avait un rôle central. Et je passais mon temps avec elle. Et c'est vrai que j'ai appris à compter avec des chiffres et des lettres, que je voyageais à travers les documentaires qu'on regardait ensemble. Et puis toutes les séries américaines faisaient partie de mon éducation. Donc honnêtement, c'était des super moments, mais j'étais très 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 loin d'imaginer ce que je pourrais vivre aujourd'hui. Votre grand-mère, Suzanne, pêcheur. Exactement. Effectivement. Ouais. Je sais pas si donc Elle a eu 13 enfants. Elle a une histoire incroyable, ma grand-mère. Elle travaillait à la poissonnerie de Trouville et son mari était lui-même pêcheur. Et il faisait des enfants 13, autant vous dire, très régulièrement. Puis un jour, il est tombé à vélo sur les quais de Trouville sur la tête. Il est mort. Elle est partie pour s'occuper de ses enfants toute seule. Elle a mis tout le monde au travail le plus rapidement possible. Et donc, elle leur a donné une éducation où, à 14 ans, il fallait que tu ailles travailler le plus vite possible pour gagner de l'argent et permettre de tenir. Et elle nous a donné une éducation, des valeurs qui, aujourd'hui, sont encore hyper importantes pour moi. La valeur du travail, le respect des autres. Elle m'a toujours dit, comporte-toi avec les autres comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. C'est des trucs que je garde et elle a eu dans tout mon parcours un rôle essentiel. C'est vrai que c'est un parcours admirable.
Mais alors, vous avez eu tellement de succès, aujourd'hui vous êtes multimillionnaire, je ne sais pas combien vous gagnez, mais peu importe. Franchement, l'argent, je vous le dis. Vous le dites, l'argent, vous en foutez, vous dites. Mais alors totalement, je suis arrivé à Paris, j'habitais rue de l'Arrivée, on est chez Brut, les locaux sont rue de l'Arrivée, j'habitais en face. D'accord. Il y a une crêperie, c'est marqué Pierrot la crêpe, j'habitais juste au-dessus, dans un studio de 15 mètres carrés. J'étais hyper heureux, c'est ma mère qui m'avait dit, t'as 1 an de loyer là-bas et après tu te démerdes. Et donc je vivais ici, je voyais vraiment sur vos bureaux. Et l'argent n'a pas été un problème. Parce que, en fait, je voulais vivre de ma passion et faire ce boulot-là. Et j'en ai gagné, mais ça n'a rien changé. Je n'avais pas de bateau, de jet privé, de trucs. Mais vraiment, croyez-moi. Vous êtes toujours chez Pierrot la crêpe? Ça existe toujours, Pierrot la crêpe? En fait, j'ai regardé, il n'y a plus le. Non, il y a toujours, on pourra aller déjeuner là-bas un jour ensemble. Non, mais pour vous dire que l'argent n'a pas été un moteur. Aujourd'hui, on aurait sans doute pu vendre notre entreprise. On nous a proposé des sommes folles pour la racheter. Mon sujet, il est de continuer à faire ce que j'aime et de continuer de créer, d'accompagner des talents. Mon succès, il est là. Bien sûr qu'un jour, on créera de la valeur, mais moi, j'ai emprunté de l'argent pour lancer Media One. Il fallait mettre 2 millions au début, je ne les avais pas. Je les ai empruntés à la banque. Quand on a acheté Plan B, la société de Brad Pitt, il fallait remettre de l'argent. Je les ai empruntés parce que je ne les avais pas. Et aujourd'hui, je suis riche en actions. Mais je n'ai pas un compte en banque avec… Media One 2015, d'ailleurs, donc, que vous lancez avec Mathieu Pigasse et Xavier Niel, vous avez 40 ans. Je me suis posé la question, c'était la crise de la quarantaine ou c'était juste arrivé comme ça? Non, c'est arrivé à un moment où j'ai eu de la chance parce que ma société marchait bien, Troisième œil, et c'était un moment où j'ai eu plein de propositions différentes. De diriger Fremantle. Fremantle m'avait proposé de racheter ma boîte de production, de devenir le patron. Qui est une grosse boîte, Fremantle. Qui est une grosse boîte. J'avais accepté. Ah oui? Ouais, j'avais accepté. Pour vous dire la vérité, je suis parti en Eurostar pour signer le contrat chez le patron de Fremantle à Londres. Et j'arrive dans son bureau. Il m'accueille avec des bouteilles de champagne, des trucs. Il me dit, Pierre-Antoine, c'est formidable, on est hyper content, tu as un grand avenir dans ce groupe et tu en seras un jour le patron, tu seras à ma place. Et il me dit, par contre, on a changé un petit truc dans les contrats, tu ne toucheras pas tel argent, X, mais tu toucheras 2 fois moins. Et je me suis dit, ce n'était pas le problème de l'argent, c'était de me dire, s'il me ment maintenant, un truc aussi important, ça va être l'enfer dans les années qui vont passer. Donc je lui ai dit, écoute, je vais partir et je ne vais pas signer. Ça faisait des mois qu'on négociait tout ça. Et je suis reparti par le même Eurostar que par lequel j'étais arrivé. Mon téléphone a sonné 450 fois parce qu'il me disait, mais reviens, finalement on va tout te donner, machin bidule. Mais comme il m'avait menti et que sa parole n'était pas respectée, je suis rentré à Paris et on n'a pas signé avec eux. J'ai eu une proposition d'un gros groupe français pour devenir un des patrons et j'ai refusé. Et puis Xavier Niel, Canal. En tout cas, on a eu des discussions. Et puis Xavier Niel et Mathieu Pigasse m'ont fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. D'abord, c'était 2 personnages entrepreneurs extrêmement inspirants. Et j'ai rencontré Xavier Niel sur le plateau de C'est à vous. Je lui avais fait un sale coup, ça l'a fait marrer et donc il m'avait proposé de travailler avec lui. Précisément, en fait, vous l'avez mis à C'est à vous le jour où il était chez Le Grand Journal. Il y avait très peu de téléspectateurs. Le Grand Journal était une émission phare produite par Renaud Levanquim, un immense producteur-réalisateur. Et Xavier Niel sort son Free Mobile. C'est une sorte de révolution. Et donc tous les programmateurs voulaient avoir Xavier Niel sur le plateau. À 14h, on apprend qu'il va sur le Grand Journal. On se dit merde, on a encore perdu. Et là, on l'appelle, on lui dit écoute, viens sur le plateau de C'est à vous, enregistre l'émission, on la diffusera demain. Comme ça, tu fais le Grand Journal lundi, C'est à vous le mardi. Il enregistre C'est à vous, il monte sur sa moto-taxi pour aller sur le plateau du Grand Journal. Et là, on envoie un tweet pour dire Xavier Niel en exclusivité ce soir dans C'est à vous. Il arrive sur le plateau du Grand Journal, accueilli par Renaud Levanquim, qui lui dit « Je suis désolé, je ne peux pas te prendre parce que tu seras diffusé sur C'est à vous ce soir ». Xavier repart un peu vexé chez lui. Évidemment, bordel auprès de Canal, c'était un gros vendeur d'abonnements, Xavier de Canal+. Et ça l'a bien fait marrer. Il a été invité le lendemain du Grand Journal. Ça a fait parler de C'est à vous et il m'a dit « Écoute-toi, le jour où tu veux qu'on travaille ensemble, on le fera ». Et c'est comme ça qu'il m'a proposé de venir le rejoindre avec Mathieu Pigasse sur Media One. Et cette aventure-là entrepreneuriale avec 2 personnages très atypiques mais créativement absolument géniaux m'a donné envie. Et donc, sans savoir où j'allais, j'ai accepté leur proposition, mais je ne savais absolument pas ce qu'il fallait faire. Je vous parlais d'argent, ce n'est pas contre vous, mais c'est parce que je me suis posé une question. C'est quand on gagne autant d'argent et qu'on produit des contenus pour les gens, comment on fait pour être encore en contact avec les aspirations des gens? Alors,
Vous parlez de moi pas, ou de... Vous parlez de Pierrot la crêpe. Aujourd'hui, j'imagine que vous ne mangez pas des crêpes tous les jours, non? Je ne mange pas des crêpes. Non, j'essaie de faire gaffe à ma ligne surtout. Mais ouais. non, j'ai pas l'impression d'être déconnecté. On peut? Non. Vous savez quoi? Alors, il y a plein de trucs. D'abord, le foot, j'ai eu la chance d'être actionnaire d'un club de Ligue 2 et tous les week-ends, vendredi, samedi, j'étais dans toutes les villes de province du monde avec à regarder le match du Stade Malherbe de Caen et à discuter et échanger avec des gens que vous verrez sans doute pas tous les jours. J'essaie d'être connecté par mes enfants à une réalité aussi de ce qu'ils consomment. Je vais au cinéma, je regarde la même chose que vous sur les réseaux. C'est mon cœur de cible. Le jour où j'aurais perdu ça, je serais complètement déconnecté et je ferais autre chose. Mais l'argent n'a pas à voir grand-chose là-dessus. Et encore une fois, j'ai peut-être virtuellement gagné de l'argent dans le futur, mais c'est pas ça qui m'a motivé. Donc, il n'y a pas de déconnexion par rapport à ça. Je parlais de votre passion pour déchiffrer des lettres, toujours ça. Je vais vous faire part d'un sentiment très personnel. Bien sûr. J'ai le sentiment que dans le métier de producteur, aujourd'hui, les producteurs qui tiennent à la place de Paris, ils sont plus sur les chiffres que sur les lettres. C'est-à-dire qu'en vérité, ils sortent plus d'HEC que de l'artisanat. Et ça, je trouve que dans les contenus produits, ça se voit. C'est-à-dire qu'ils pensent plus à l'argent qu'à la matière. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu entre les deux. C'est-à-dire que vous êtes à la fois, vous faites attention à l'argent, c'est comme ça que vous êtes fait connaître par le côté un peu low cost avec des produits, bien sûr. Et par les contenus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les producteurs d'audiovisuel sont suffisamment dans les contenus ou est-ce qu'ils pensent qu'au fric? Alors, ils pensent plus qu'au fric parce que, honnêtement, sur la partie télé, il n'y en a plus du tout. On pourra en parler, mais il n'y a plus de fric en télé. Les chaînes de télévision aujourd'hui sont dans des états qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore 3 ou 4 ans. Il y a de moins en moins de pubs, tout va vers le digital. Ouais. Les modèles sont en train de se réinventer. Vous dites que c'est à vous, c'est 50 000 € l'émission, qu'on veut diminuer en gros de 5% votre budget et que ça serait à perte. Oui, ça sera à perte. Mais encore une fois, sur cet à vous, moi j'ai un truc, c'est que Media One ne m'appartient pas. Il y a plein d'investisseurs financiers qui ont mis de l'argent dedans. Donc j'ai une responsabilité qui est celle de l'argent qu'on m'a confié, déjà de ne pas la faire perdre à mes investisseurs et peut-être un jour de leur en faire gagner. Voilà, c'est comme ça. C'est comme quand vous mettez de l'argent en bourse, vous espérez que ça monte. Les gens qui m'ont fait confiance, et ils ont été très nombreux, et je ne veux pas les décevoir. C'est un truc d'éducation qui vient sans doute de ma grand-mère, mais je ne veux pas les décevoir, je veux faire en sorte qu'ils se retrouvent. Après, dans mes choix, aujourd'hui, j'ai pris des risques. On a pris des risques, on a parlé du film Backrooms, mais quand vous mettez aujourd'hui 5 millions d'euros sur un film sans savoir s'il va marcher, c'est un risque. Le prochain film de Florian Zeller, Bunker, avec Penelope Cruz et Javier Bardem, on en a financé une partie, c'est un risque. Le film de Quentin Dupieux, présenté à Cannes avec Woody Harrelson, Fulfill, c'est un risque financier. Des fois on gagne, des fois on perd, mais mon rôle, en tout cas sur ces films-là, c'est d'avoir de l'instinct et de me dire on va le faire. C'est pas de penser financièrement à si je pensais le matin, il faut que je fasse un film pour gagner de l'argent, et j'y arriverai pas. Et je pense que ceux qui font ça, c'est le pire calcul qu'on puisse avoir. Oui, mais pour moi, c'est le cœur de votre métier, la gestion du risque. Mais ce que je constate, c'est qu'à Hollywood, par exemple, il y a quasiment plus de scénarios originaux. Dans la télé, on refait les shows des années 80. Alors évidemment, il y a des exceptions. Hugo Sélignac et Dimitri Rassam sont deux très bonnes exceptions de gens qui prennent des risques. Je parle d'eux parce qu'on a parlé d'eux. Mais quand même, j'ai le sentiment que dans la télé, par exemple française, le risque, il est minime aujourd'hui. Mais alors, télé, il n'y a plus de création. C'est extrêmement compliqué d'inventer un format. On vient de le faire pour Amazon, l'une des plus grandes émissions de télé qui sera produite pour une plateforme en France qui se veut être, en tout cas c'est l'ambition du programme, le nouveau LOL. C'est une création française qui part de zéro. On peut le faire. Sur les chaînes de télévision, c'est quasiment impossible. Mais même, vous voyez, vous parlez le nouveau LOL. Ouais. Voilà, on refait ce qui a déjà été fait. Non, je parle dans un mécanisme qui permet d'être adapté dans le monde entier avec des talents. Mais les chaînes de télévision, elles prennent plus de risques. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'audience. Vous vous dites, la Star Academy, peut-être que ça existe depuis longtemps, mais si vous la remplacez par un programme nouveau, vous n'aurez pas les audiences de la Star Academy tout de suite, et donc vous affaiblissez de plus en plus votre audience. Pour nous, producteurs, c'est frustrant, mais pour les chaînes de télévision, c'est compliqué de prendre des risques. Pourquoi YouTube cartonne autant? Parce que c'est un espace de liberté qui permet à tout un tas de monde de lancer un court-métrage, une nouvelle idée. Et pourquoi, et c'est assez marrant, Backrooms, à partir du moment où le film a marché, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de talents YouTube aux États-Unis qui ont été sollicités par tous les grands studios pour dire « vas-y, je te prends et on fait un film, ça va marcher tout de suite ». Donc, ouais, mais c'est pour ça que la télé meurt. Moi, je vous dis, par exemple, chez Brut, c'est une histoire de mentalité. C'est nous, le fameux test and learn.
On se lève le matin, on a une idée, on la met en œuvre, ça marche, on la reproduit, ça marche pas, on essaye peut-être une fois, deux fois, trois fois, et puis on passe à autre chose. Et ça, en télé, j'ai le sentiment que c'est pas possible. C'est pas possible parce que le modèle économique aujourd'hui ne permet plus de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne finance plus les programmes diffusés à la télévision de manière à ce qu'on puisse innover. C'est vraiment un sujet, vous parliez d'argent. Aujourd'hui, la plus grande complexité en télévision, c'est son financement. Il se retrouve en concurrence d'un côté avec les plateformes, donc qui ont un nombre d'abonnés phénoménal, et de l'autre YouTube, qui a un modèle gratuit. Quand vous êtes entre les deux aujourd'hui et que vous ne savez pas comment financer vos programmes, il n'y a rien de pire. Donc, c'est des modèles qui vont se renouveler. Voilà, la télévision en linéaire, c'est-à-dire de manière traditionnelle, elle sera sans doute moins suivie dans le futur. Elle va continuer de baisser. Par contre, il y aura les replays. Il y a TF1 qui a signé avec Netflix. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de TF1 qui est donc diffusé sur Netflix? Il y a un côté surprenant, puisqu'on se dit, mais ils ont une plateforme, c'est TF1+, et puis ils donnent les clés de leur chaîne à Netflix. En 4 ans, ils se sont rendus compte que leurs audiences linéaires avaient été divisées par 2 ou par 3 et que les audiences digitales étaient en train de monter. Que Netflix touchait la moitié de la population en France. Et donc, si vous voulez mettre vos programmes chez la population qui regarde les plateformes, il faut passer par Netflix. Donc, c'est un pari, mais c'est un pari calculé de la part de TF1 pour préparer le futur. On est obligés tous de réimaginer aujourd'hui notre système audiovisuel. Ouais. Se dire comment vous, brut, vous allez gagner de l'argent, comment un jeune créateur qui a envie de faire une série va gagner de l'argent et comment TF1 va gagner de l'argent. Et pour la première fois, les années 90 en télé, c'était ultra compétitif, tout le monde se tapait dessus. Et j'ai l'impression, pour la première fois cette année, que tout le monde s'entend en France, distributeurs, chaînes de télé payantes, privées, pour dire serrons-nous les coudes, c'est hyper compliqué ce qu'on est en train de vivre. Peut-être qu'il y aura des morts, mais si on imagine des nouveaux modèles ensemble, on pourra passer cette vague. On est en plein dedans. Vous me dites, la télé, le modèle, qu'est-ce qu'il faudrait? Je crois qu'il y a un grand truc, vous, qui vous parle, c'est les marques, le placement de produits. Vous aimeriez qu'ils puissent avoir des placements de produits dans les flux télévisuels, ce qui n'est pas possible aujourd'hui légalement. Alors, au-delà des placements de produits, on se rend compte C'est un exemple. Hein. Non, bien sûr, mais de l'importance des marques de luxe dans notre industrie. Vous étiez à Cannes. En ce moment, il y a à Cannes les Cannes Lions, qui est le Cannes de la publicité. Vous avez toutes les marques de luxe au monde qui sont représentées. C'est vrai, à Cannes, vous marchez sur la Croisette, il y a les affiches de films, mais plus fortes que les affiches de films, on peut citer des marques. Vous avez Louis Vuitton, Dior, Chanel, Chopard, BYD, tout un tas de marques qui sont présentes. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'avoir un impact. Et aujourd'hui, le monde des contenus, le monde du digital, le monde du cinéma est un bon support de communication. À partir du moment où vous avez des groupes qui ont beaucoup d'argent, qui ont envie d'investir dans un secteur, que de l'autre côté, ce secteur souffre et a besoin aujourd'hui d'avoir des nouveaux modes de financement. Parce qu'il n'y a plus assez d'annonceurs qui viennent en télévision linéaire, vous devez créer des nouveaux modèles. On a signé l'an dernier avec MediaOne un contrat avec BYD, qui est une marque automobile chinoise leader dans le monde. Pour vous donner une idée de leur puissance, la superficie de leur usine à Shenzhen, c'est la superficie de la ville de Paris. Donc vous mettez un toit à Paris et ils fabriquent des véhicules à l'intérieur. Donc ils sont extrêmement puissants. Ils veulent rentrer aujourd'hui dans l'industrie, dans l'écosystème européen, et ils passent par le monde du cinéma pour pouvoir le faire. Et donc on les accompagne. Alors évidemment, il y a du placement de produits. Vous verrez dans le film 10% qu'on sort en septembre des véhicules BYD. Le 10 septembre, je crois. 10 septembre, c'est ça? Je crois qu'on n'a pas le droit de le dire, mais le 10 septembre. Moi, je l'ai vu. Bravo. Sur Netflix? Sur Netflix. Ouais. On a fait un prix avec eux à Cannes. On a tout un tas. On a fait un dessin animé BYD Miraculous. Et l'idée pour nous, c'est qu'aujourd'hui, ils financent une partie de la création. Alors que cet argent vienne des marques ou que cet argent vienne d'investisseurs privés, peu importe. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'entendre ce qui est en train de se passer et d'accompagner, qu'ils accompagnent la création. Le vieux monde où on ne bouge pas, on reste entre nous, on finance plein de films et on est très content, ça ne marche plus. Il faut qu'on soit à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Je comprends bien, mais sur la télé, j'ai du mal à rendre ça concret. C'est-à-dire que pour moi, les marques, elles existent à la télé, c'est la pub. Vous ne l'avez pas, par exemple, dans les émissions de télé. L'exemple entre, The Voice en France et aux États-Unis, en France, là, sur la table, vous n'auriez pas des verres d'eau comme ça, vous auriez des verres marqués Pepsi Cola. Et en France, on n'a pas le droit de le faire. Okay. Et donc, c'est quand même un peu, vous avez, quand vous regardez un programme sur n'importe quelle chaîne de télé, à part le service public, vous avez des pubs toutes les heures où vous êtes bourré de marques. Et là, on vous dit, dans le programme, vous n'avez pas le droit de le faire dans le programme de flux.
Et sur YouTube, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Dans tout ce que vous regardez, vous pouvez le faire, mais pas à la télévision linéaire. Donc à un moment, la pub ne suit pas. D'un autre côté, vous avez des annonceurs qui sont prêts à vous donner de l'argent pour les mettre dans les programmes. Et on dit non, on ne va pas faire ça. J'ai l'impression que le rapport à la publicité a changé. Moi, je me rappelle Naomi Klein, Nos logos, son bouquin, c'était très critique. Les gens avaient un rapport à la pub, c'était un peu genre, ça brainwash un peu le cerveau. Puis aujourd'hui, quand je vois tous les créateurs de contenu, la vidéo commence et puis ils s'interrompent et disent ça c'est produit par telle marque. Ils sont très critiques sur les milliardaires, mais très tolérants sur la publicité. Exactement. C'est aussi la génération YouTube qui fait qu'ils en prennent plein la tête quand ils regardent une vidéo. Ils sont totalement habitués à pouvoir le faire et ils écoutent des podcasts avec des animateurs qui leur donnent sans aucun problème 3 ou 4 marques vertueuses, peu importe, mais en tout cas ça leur pose aucun problème. Et nous, avec des marques de temps en temps qui veulent venir aussi pour amener du sens, on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est là où je vous dis qu'il y a un écosystème à remettre en place et que le monde de la publicité aujourd'hui, il doit être autrement. Ils ont moins envie d'être dans une masse, ils ont envie d'être un peu privilégiés. Et donc on va entendre de plus en plus dans les prochaines semaines des grands studios américains ou des studios français, je le souhaite, s'associer avec des marques. Alors Saint-Laurent l'a fait sur Emilia Pérez par exemple à Cannes. Saint-Laurent, ils ont carrément développé une production, un studio de production pour le cinéma. Pour investir. Et LVMH l'a fait aussi avec Van de Montaigne. Lacoste pour Chien 51. Lacoste l'a fait pour Chien 51 et vous allez le voir de plus en plus. Donc on peut le faire pour le cinéma, pour la télé on n'a pas le droit encore de le faire. Je pense qu'il est temps de se réveiller tous et de se dire si on veut passer les prochaines étapes. En France c'est très compliqué, il y a toujours des projets de loi, il y a toujours tout un tas de choses, il y a les syndicats, franchement, c'est hyper compliqué. Dans un monde agile qui va à 200 à l'heure et qui se globalise, si vous n'êtes pas capable de vous réunir et vous dire « Ok, on fait ça maintenant, on avance », ça va être très compliqué. Après, c'est bien aussi d'avoir des contre-pouvoirs. C'est-à-dire les syndicats, ils existent aussi parce qu'il y a des gros mastodontes qui sont lancés à plein tube. À certains moments aussi, les syndicats, ils peuvent voir des acteurs arriver comme des ennemis pour de très mauvaises raisons. Moi, ce que je veux, c'est qu'on essaie de vivre aussi dans notre temps et de voir tout. Ce modèle, quand Media One s'est lancé en 2015, donc où c'était les chaînes de la TNT au plus fort et les plateformes existaient à peine, et 10 ans plus tard, quand vous voyez comment ça s'est transformé, c'était inimaginable. Inimaginable que les chaînes de télé soient à ce niveau-là, que les plateformes soient là, que YouTube devienne l'un des premiers médias du monde, que Media One devienne aujourd'hui propriétaire d'une des plus grosses franchises aux États-Unis en misant sur un gars qui a mis un mème sur Internet. C'était inimaginable, inimaginable. Sur la publicité, il y a quand même la question de l'indépendance. Moi, par exemple, en tant que journaliste, je prends l'exemple de Xavier Niel, qui a été actionnaire de Brut au départ et qui est actionnaire de plein de médias. Le jour où il est mêlé à une affaire, par exemple, comment je fais moi en tant que journaliste pour traiter cette affaire-là si c'est mon patron ? De la même façon. Alors je vais vous dire, la grande force de Media One, c'est son indépendance. Xavier Niel est actionnaire de Media One. Si demain il est mêlé dans une affaire quelle qu'elle soit, je pense qu'on sera les premiers évidemment à en parler. On a eu un problème parce qu'il était... Vraiment ? Ah oui, vraiment, ouais. Et je vais vous dire, il n'y a aucun interventionnisme d'un de nos actionnaires, qu'il soit artistique, c'est-à-dire que si vous imaginez que Xavier Niel va dire sur le comte de Monte Cristo, j'ai envie que Edmond Dantès dise ça à la place de je sais pas quoi. Non mais c'est évidemment plus subtil. Ouais, alors, oui. Par ailleurs, j'ai rien contre Xavier Niel. Je prends par exemple Bouygues, quand il y a la 5G. TF1, au journal de 20h, ils sont un peu embêtés. Je pense qu'ils le font. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où vous ne pouvez plus vous permettre de cacher des choses. Et notre modèle, et je ne parle pas de celui des autres que je ne connais pas, notre modèle, il est hyper libre, hyper indépendant. Et donc, c'est à vous demain, Xavier Niel aurait un problème, ce que je ne lui souhaite pas, je l'aime trop pour ça, on serait les premiers à en parler, vous pouvez en être certain. Moi, les journaux de Xavier Niel, quand j'ai eu un sujet, un souci, un machin, ils en parlent immédiatement. Donc franchement, personne ne protège qui que ce soit. Il faut retirer ce fantasme-là. Et il faut retirer aussi le fantasme de l'investisseur financier qui demain va dire telle série ou tel film doit être fait de telle façon et on va perdre une indépendance artistique ou éditoriale parce qu'il y a un fonds américain au capital de Media One. Ça, on se parlait des syndicats par exemple. Ils ont laissé penser que KKR, parce qu'ils étaient un fonds américain, pouvait dire à un réalisateur fais ça ou tel truc. Il faut être complètement zinzin pour penser ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des producteurs indépendants, des réalisateurs indépendants. Ils font ce qu'ils veulent et notre métier, mon métier, c'est de préserver leur indépendance. C'est de me battre au quotidien pour qu'ils fassent exactement ce qu'ils ont envie de faire.
d'imaginer qu'on puisse avoir à un moment ou à un autre l'idée de leur dire « fais ça ou ça », c'est grotesque. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire de KKR, j'invite les gens à regarder les 4 heures de commission parlementaire. 4h20. 4h20 du public, c'est regardez en x2. Ouais. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais par contre, je veux bien revenir sur ce que vous dites sur l'indépendance, parce que votre discours, je l'entends, pour moi, il est un peu théorique, parce que les gens, ce qu'ils voient dans la pratique, c'est que quand, par exemple, il y a Bolloré qui veut racheter UGC ou qui possède en fait plein de choses diverses, la marge de manœuvre des journalistes, elle est limitée. Alors, 2 choses par rapport à Vincent Bolloré. Aujourd'hui, on doit être l'un des plus gros producteurs de cinéma en France et on est l'un des, à mon avis, studios qui travaille le plus avec Studio Canal. Mes interlocuteurs, et encore une fois, je vous dis la vérité surtout et ce qu'on vit. Et si un jour ce n'était plus le cas, je vous le dirai aussi. Quand on fait un film avec Studio Canal, on bosse avec Maxime Saada et Anna Marsh. Est-ce qu'une fois, dans l'histoire des peut-être 10 films qu'on a fait ensemble, il y a eu une intervention pour nous dire il ne faut pas dire si, il ne faut pas faire ça. D'abord, jamais de la vie. Et si c'était le cas, je pense que nos producteurs ne l'auraient pas accepté. C'est un partenaire aujourd'hui, et désolé de le dire, mais essentiel à la création. Et sans Canal+, on ne pourrait pas faire 70% des productions qui existent. Et donc, il nous laisse une indépendance totale. Peut-être parce qu'ils sont soumis aussi à des obligations. Ouais, mais il pourrait avoir des choix. Encore une fois, moi-même, je pourrais dire à tel producteur, j'ai pas envie qu'on fasse ça, ils s'en foutraient totalement. Ils ont des obligations, mais après, ils financent un certain nombre de films. Il s'avère qu'aujourd'hui, et c'est important de le dire, parce qu'on a de la chance d'être dans un écosystème créatif français qui est dans le monde entier, tout le monde me dit on a envie d'être comme en France. On a une chance incroyable et Canal+ fait partie de cette chance. Donc attention de ne pas nous abîmer, attention de ne pas tout critiquer tout le temps en permanence, le côté un peu négatif qu'on peut avoir en France, parce qu'on a un écosystème qui permet de financer plein de films, qui permet de donner la parole à plein d'auteurs, à plein de réalisateurs. Et ça, c'est en partie grâce à Canal+, c'est en partie grâce aux chaînes privées, aux services publics, mais ils ont un rôle essentiel et je peux vous dire qu'il n'y a pas de censure là-dedans. Oui, vous avez dit que vous compreniez l'énervement de Canal+, quand il y a eu cette fameuse tribune à Cannes qui critiquait… Mais oui, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on a un truc qui marche, vraiment, on a un cinéma qui marche bien, il y a plein de monde dans les salles en ce moment. Et on arrive tout seul, de temps en temps, à aller chercher des polémiques. Alors, Media One a été attaqué il y a 2 ans parce qu'on avait un fonds américain au capital. La réalité, c'est qu'on a investi 1 milliard d'euros dans la création française en 10 ans. 1 milliard d'euros. On critique Canal+, ouais, je comprends qu'il soit énervé, Maxime Saada, parce que tous les jours, lui, ce qu'il fait… Qui dirige Canal+, qui est le patron de Canal+, c'est de financer des films et des séries et de mettre de l'argent dans l'écosystème. Et à force de se tirer des balles dans le pied, un jour, Media One, aujourd'hui, on adore notre pays, on est en France, on est hyper content, mais honnêtement, on serait en Italie ou je ne sais quoi. En tout cas, d'un point de vue, ça changerait juridique strictement rien. Mais faites en sorte qu'en France, on continue de préserver cet écosystème, d'être heureux d'y contribuer et de continuer à faire de grands films plutôt qu'à se tirer des balles dans le pied en permanence. En fait, il y a quelque chose que vous partagez avec Bolloré que je comprends, moi, d'un point de vue économique, c'est que vous voulez posséder les tuyaux. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, il possède, à la fois, il crée un produit, il a les tuyaux pour le diffuser, et puis les médias pour en parler. Ce qui fait sens économiquement, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Vous, j'ai le sentiment que c'est également quelque chose sur lequel vous avez envie d'aller. Non, pas du tout. Alors, non, moi ce que je veux, c'est uniquement accompagner des talents. Et ensuite proposer au plus grand nombre nos contenus. Mais on est vraiment dans cette démarche de se dire, on est un studio. Notre rôle, c'est uniquement de faire des contenus qui peuvent être vus par le monde entier. Et donc, je veux être le meilleur producteur de programmes. Mais je n'ai pas envie d'être aujourd'hui en tout cas, un diffuseur ou un distributeur ou de posséder des journaux et tout ça. On est vraiment dans notre couloir de nage. Et si on veut bien faire ce qu'on fait, il faut qu'on se concentre uniquement dessus. Et croyez-moi, c'est déjà suffisamment de boulot de gérer tous ces talents créatifs pour se dire, on est devenu gros, on fait presque 2 milliards de chiffre d'affaires, et c'est beaucoup de films, beaucoup de séries, donc on est concentré là-dessus, et je pense que pourquoi aujourd'hui on est bien perçu et pourquoi on marche bien, c'est parce qu'on essaie de bien faire notre métier.
Alors, je vais revenir sur votre qualité d'artisan, qui est quand même, on va parler de l'économie, le côté artisanal est intéressant. Je prends un exemple, L'amour ouf, de Gilles Lelouch, que vous avez produit, que Mediawan a produit, a été présenté à Cannes, a été plus ou moins bien reçu. Et vous avez dit, j'ai eu ça dans une interview de Paris Match en mai 2026, nous avons identifié un potentiel auprès du public jeune pour ce film. Gilles Lelouch et Hugo Sélignac, le producteur du film, ont retravaillé le montage dans ce sens, et c'est ce public qui a fait le succès du film. Je trouvais ça intéressant. À Cannes, on vit un truc assez étrange. C'est marrant parce que la veille, j'avais vécu Le Comte de Monte Cristo, qui avait été projeté, et j'avais vu la standing ovation et le désir du public pour Le Comte de Monte Cristo à côté de Dimitri Rassam. Et là, je suis assis derrière Gilles Lelouch et Hugo Sélignac, et je vois une standing ovation de dingue. Ça dure 15 minutes, c'est la plus grosse de Cannes l'an dernier, et on sent un truc absolument incroyable. Et quand vous sortez de la salle du Festival de Cannes, il y a vous faites, je sais pas, 50 pas et vous arrivez pour descendre les marches. Vous faites à l'inverse, sauf qu'il n'y a personne autour. Et on descend, on est dans un truc un peu galvanisant, très content de ce qui s'est passé dans un c'est incroyable. Et en même temps, parce que je crois que le public, la presse n'avait pas vu le film encore, on reçoit les premières critiques. Et là, on voit que le film commence à pas faire fracasser, mais recevoir des critiques qui n'étaient pas alignées avec ce que nous, on venait de vivre. Il y avait la fête du film juste après, et donc on en discute avec Hugo et Gilles, et on s'est rendu compte que peut-être que le public qui était jeune dans la salle du Festival de Cannes avait eu un désir très particulier pour ce film, peut-être plus qu'un public adulte de critiques de cinéma, et qu'il fallait peut-être s'adresser à ce public-là. Et donc l'intelligence de Gilles et de Hugo, d'avoir été capable de s'adapter, de faire la campagne de presse et de marketing beaucoup sur les réseaux sociaux, TikTok. C'était un phénomène sur TikTok, L'amour ouf par les musiques, et ils ont été capables d'aller chercher ce public-là qui s'est emparé très vite du film, qui en a fait un succès, qui a permis à mon avis, un public généraliste de le suivre derrière. Mais ça a été ce petit passage à Cannes, si vous regardez les 24 heures entre la projection, la sortie et la conférence de presse le lendemain, un truc qui a donné naissance à quelque chose de différent sur le film. Mais là, vous parlez de promo. Oui. Est-ce que le montage du film a changé ? Ils ont retravaillé un petit peu sur la longueur, il y a eu des changements, mais un peu comme Le Comte de Monte Cristo et un peu comme tous les films qui sont projetés à Cannes, c'est aussi un bon moyen de corriger ce qui ne fonctionne pas. Oui, et puis c'est un microcosme, Cannes, parfois... C'est difficile, hein. Honnêtement, cette année, j'en ai parlé avec un ou deux gros studios sur est-ce que notre film doit aller à Cannes, et c'est un peu flippant. Est-ce que Backrooms, par exemple, aurait eu le même succès s'il avait été présenté au Festival de Cannes? C'est une vraie bonne question. Est-ce que ça aurait été le même phénomène? Est-ce que Formula One, l'année d'avant, aurait été le même succès projeté à Cannes? C'est un festival absolument génial, et on y voit des films fabuleux, mais c'est aussi beaucoup la pression pour les distributeurs et les producteurs à un moment où vous ne pouvez pas vous rater quand vous sortez un film. Vous avez beaucoup de succès. On va parler des quelques échecs. Ouais. Parce que quand il y a un échec, ça permet d'apprendre. Il y en a un qui est assez gros, hein. C'est Playmobil, le film. C'est le premier. Ah, c'est votre premier gros échec? C'était horrible. Alors donc, pour résumer, 70 millions de budget, de dollars, hein, 70 millions de dollars de budget, je crois 16 millions de recettes. Au box-office, je ne me trompe pas? Ouais, ça doit. Vous savez quoi? Je m'en souviens même plus. Alors, parce qu'il y avait eu Lego, The Movie, qui avait marché, donc Playmobil, on peut dire ça peut faire sens. Vous lancez là-dedans, gros échec, racontez-moi. On rachète la société donc d'Aton Soumache et Dimitri Rassam qui s'appelle Unanimation pour une raison. Ils sont propriétaires de Miraculous Ladybug, qui était cette coccinelle hyper connue qui cartonne dans le monde entier. Il s'avère que dans leur boîte, il y a aussi le film Playmobil qui va sortir quelques semaines après, dont la livraison est quasiment faite. Et donc, on a ce côté de se dire, on ne l'achète pas pour ça, mais il y a Playmobil dedans, c'est super, le film est financé. Donc nous, on n'avait pas de risque financier. Il y avait des partenaires qui étaient dessus, et on va vivre un truc incroyable. Il s'avère que je suis aux États-Unis quand le film sort, et vous savez, vous avez toujours, donc il y a le mercredi 14h en France, il y a le vendredi aux États-Unis, vous avez les chiffres, et on vous dit, ça fait tant, et puis t'inquiète pas, parce que le lendemain, il y aura le Mexique qui sort, et puis l'Italie le lendemain, et on recevait les chiffres les uns après les autres, c'était catastrophique. Et donc, je m'enfonçais de plus en plus en me disant, ce truc qu'on a fait un peu par hasard, où on s'est dit, si ça marche et que ça rigole, tant mieux, faisait que tous les jours, on passait pour... d'abord, on a démarré par le pire truc qui puisse exister, que les chiffres étaient un record, mais dans le mauvais sens, et que les partenaires financiers qui avaient fait confiance
nos équipes ne nous faisaient plus confiance. Et donc on a démarré avec un boulet au pied, une image pas très bonne et une réputation à reconstruire, alors même qu'on n'y était pas pour grand-chose dans ce film, qu'on assume, mais ça m'a fait comprendre et apprendre énormément en très peu de temps. Comprendre quoi ? Comprendre que, et pardon de le dire, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais qu'un scénario c'était quand même hyper important, qu'il valait mieux de temps en temps prendre le temps de bien faire les choses, voilà, et que là on n'avait pas un scénario qui était très bon et que le phénomène Lego faisait que c'était pas forcément un succès pour Playmobil. Donc ouais, le film c'est encore une fois très raté et on a gardé pendant pas mal de temps des rapports compliqués avec le distributeur du film qui n'avait pas été très content de perdre autant d'argent sur le coup. Ce qui est intéressant quand même, un peu la morale de l'histoire, c'est que le réalisateur, donc, qui avait quand même travaillé pour La Reine des Neiges, qui venait de Disney, qui était un gars solide, il s'appelle Lino Di Salvo. Et vous produisez son prochain film. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez pas laissé tomber, vous aurez pu se dire, c'était son premier film en tant que réal, et là son deuxième qui s'appelle Tordu, qui va sortir je crois en 2027, Media One le produit. Alors pour un budget moindre, là c'est 15 millions, c'est plus 70. Hein. Je vais vous dire toute la vérité, on avait signé un contrat de 2 films avec lui. C'est beaucoup plus simple. Okay. Non, mais en l'occurrence, on a pris le temps de bien faire le deuxième et il est, voilà, il n'est pas sur une même cible très large, mais oui, on avait signé un contrat de 2 films avec lui, c'est pour ça qu'on est allé au bout de ce deuxième. J'ai un autre exemple d'échec que vous avez surmonté, hein. Je dis ça gentiment, moi je suis quelqu'un de gentil. C'est des échecs qu'on se nourrit le plus. Et il y a cette fameuse émission avec Bruce Toussaint, c'est marrant. Je suis obligé de relire le titre parce que je l'avais oublié. Vous trouvez ça normal, voilà. Donc vous trouvez ça normal sur France 2, une émission en 2012 de débat, vous la lancez, au bout de 4 mois elle s'arrête, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé plein de choses. D'abord, j'adore Bruce Toussaint, qui est un journaliste incroyable. Il était à l'époque... qui a bien rebondi d'ailleurs maintenant avec Bonjour sur TF1. Il avait démarré la matinale d'Europe 1, donc c'était la star de la radio. Il débarquait de Canal+, où il cartonnait, et on lance cette émission sur France 2. Donc le talk show du vendredi soir à l'époque, c'était Ardisson, Fogiel, c'était dans les comparables. Et on lance une émission un peu différente avec de l'humour, voilà ce qu'on souhaitait, et du débat. Vous trouvez ça normal, c'était la phrase qui faisait référence à François Hollande, le président normal, et on voulait mettre un peu d'ironie. Franchement, l'émission était ratée sur la première. On l'avait fait quasiment son pilote. Elle n'a pas si mal marché parce qu'elle faisait 1 million de téléspectateurs, mais elle s'est fait étrayer par la presse comme jamais aucune autre émission, et pour des raisons sans doute qui s'expliquent, mais c'était horrible. Et je lisais en temps réel les articles qui pondaient sur les réseaux sociaux à l'époque. C'était vraiment très dur. On s'est réveillé avec une petite gueule de bois et on n'arrivait plus derrière à relancer les choses. Ça a été très triste pour Bruce et pour moi, parce qu'on y avait mis beaucoup d'affect, beaucoup d'énergie pour faire que cette émission marche. Mais ça m'a aussi beaucoup appris pour la suite à ne pas faire trop d'originalité au démarrage dans les émissions et à essayer d'avoir un conducteur un peu sérieux. On y revient. C'est-à-dire en fait, d'être disruptif, c'est risqué, quoi. En tout cas, à la télévision, c'est hyper risqué. Et aujourd'hui, il vaut mieux le faire sur les réseaux, sur YouTube, sur plein de façons différentes qu'à la télévision normale. Et encore une fois, en France, on n'aime pas beaucoup ce genre de concept. Aux États-Unis, vous pourriez sans doute le faire de manière beaucoup plus facile. On se moque plus facilement, l'humour est plus accepté. Il y a peu d'humour à la télévision en France. Ouais. Netflix l'a lancé il n'y a pas longtemps, mais pourquoi on échange autant les vidéos de Jimmy Fallon ici ? Pourquoi Alors Jimmy Fallon, c'est pas le plus violent. Non, mais il tape un peu sur Trump. Je sais pas, en France, on n'a pas ça au quotidien aujourd'hui à la télévision. Après, il y a un autre phénomène qui est intéressant, me semble-t-il, dans cette émission, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous dites la presse l'a étrié, mais les réseaux sociaux aussi. Et j'ai le sentiment que la télé aujourd'hui est obsédée par ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux de ses contenus. De moins en moins. Mais à l'époque de Vous trouvez ça normal, c'était le cas. Et plus que les audiences, les patrons de chaîne regardaient uniquement ce qui se disait sur Twitter, qui n'était pas encore X, qui n'était pas... Aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans les extrêmes. Je pense que si on regardait ce qui se disait sur nos émissions, sur les réseaux sociaux, on pourrait tout arrêter. Mais à l'époque, ça avait une sacrée influence auprès des patrons de chaîne. Et je crois que, honnêtement, celle de Bruce a été l'une de celles qui s'en est prise le plus. Et on aurait pu faire 30% de part d'audience.
je pense que ce qui avait été écrit sur l'émission était tellement négatif qu'elle n'aurait pas pu continuer. Et pourquoi ? Parce qu'on avait mis des gens issus aussi de Twitter autour de la table dans cette émission. Il y avait Guy Birenbaum, il y avait tout un tas de gens qui faisaient aussi des réseaux sociaux. Et ça a créé une interaction qui n'était pas forcément positive. Et on a pris très très cher. Ouais. Je me souviens d'un retour en voiture après un tournage. Je rentrais à Trouville et j'étais à côté de Guy Birenbaum. Et on avait beaucoup souffert de ce qu'on se prenait parce que l'émission avait été en direct et on savait que ça allait être compliqué. Et quand vous partez chaque vendredi refaire une émission en direct parce que ça a duré 4 mois et que vous savez que l'audience ne suit pas, que vous allez vous faire détruire sur les réseaux et que personne n'aime cette émission, c'est un sacré calvaire. Ça pose une question intéressante, c'est dans le cadre de votre métier, vous managez des gens. Oui. Qu'est-ce que vous dites à Bruce Toussaint, Guy Birenbaum, comment vous leur parlez à ce moment-là ? D'abord, la vérité, c'est ce que je conseille toujours sur tous les sujets, que ça soit bien, pas bien, parce qu'on gagne énormément de temps, mais après, vous essayez de faire en sorte que, de les accompagner le plus possible, parce que quand vous savez qu'il y a autant d'émissions à faire et à tenir, il faut trouver les bons mots, comme quand on a lancé C'est à vous. Quand on lance C'est à vous, les premières semaines, une semaine après le lancement de C'est à vous, on a 4 pages dans Paris Match pour détruire l'émission. Ça s'appelait, le titre, C'est à vous, c'est à refaire. Alors pour des raisons éditoriales, Lagardère produisait C'est dans l'air qui était avant C'est à vous et ne voulait pas que C'est à vous marche et on se faisait détruire. Et il faut trouver les bons mots auprès d'Alexandra Sublet et des équipes pour leur dire on y retourne ce soir et on s'en fout et c'est pas grave, alors que vous savez que tout le monde au-dessus de votre tête veut que l'émission s'arrête, raconte que vous faites une émission nulle et c'est pas grave, vous y allez quand même. Après, vous avez une grande liberté de parole par rapport à vos talents. Il y a la fameuse phrase sur France Inter, C'est à vous ne dépend pas uniquement de son animatrice. Donc là, c'était Anne-Elisabeth Lemoine. Beaucoup de gens ont dit alors. C'est marrant, ça vous a choqué cette phrase ? Moi, j'étais extrêmement choqué. non, mais on m'en a beaucoup. Alors, je vais vous dire la vérité. Ça ne m'a pas choqué, mais dans ce milieu où en fait tout est très policé. Ouais. Surtout dans des périodes comme ça, je vous apprends rien, Anne-Elisabeth Lemoine, là, le Parisien, il dit alors est-ce qu'elle va être à C'est à vous, est-ce qu'elle va aller à Télématin, enfin, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les gens, mais quand même, il y a un truc de est-ce que c'est pas habituel d'abord, qu'un producteur dise ça. Non, mais cette phrase, on m'en a beaucoup parlé, beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui ont été fâchés et j'ai vu une star de la télé il n'y a pas longtemps qui m'a dit mais tu n'aurais jamais dû dire ça. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le concept de C'est à vous, et le temps l'a prouvé, Alexandra Sublet l'a lancé parfaitement, elle a incarné cette émission, puis un jour, elle décide de partir. C'est elle qui décide de partir, et c'est Anne-Sophie Lapix qui la remplace. Et que vous mettez à la tête de C'est à vous, que ce n'était pas gagné a priori, et c'est vous qui avez décidé. Non, tout le monde m'avait dit, c'est surprenant comme choix, c'est un autre style. Anne-Sophie Lapix, ça fait 4 années merveilleuses, c'est une journaliste incroyable, qui a amené autre chose à l'émission, qui l'a fait grandir. Et moi, j'ai passé 4 années géniales à travailler avec elle. Et puis, on lui propose le 20h de France 2. Alors, c'est pas moi qui lui propose. Franchement, je faisais la gueule quand on lui a proposé, parce qu'elle part en cours de saison, et j'ai eu bien les boules. Et puis, on m'a mis Anne-Elisabeth Lemoine. Qui était chroniqueuse à l'époque. Qui était chroniqueuse à l'époque, et tout le monde nous dit, mais il ne faut pas le faire, et elle n'est pas assez connue, et ça ne va pas marcher. Et puis, ça marche aussi bien, et elle fait son boulot extrêmement bien et l'émission continue de encore mieux marcher. Et donc, j'en tire une conclusion. D'abord, l'émission, elle n'appartient pas à l'animatrice, mais C'est à vous, c'est un concept. Et l'émission marche parce qu'il y a les gens autour de la table, les Patrick Cohen, les Pierre Lescure, il y a un état d'esprit, il y a un dîner. Et puis, deuxièmement, quand je lis dans Le Parisien, mais vous ne soutenez pas Anne-Elisabeth Lemoine, bon, ça fait 10 ans qu'elle présente l'émission, hein, petit 1, où elle n'est pas assez payée ou tout ça. On n'a pas répondu, on n'a rien dit. Oui, France Télévisions lui a proposé Télématin, elle a fait le choix de ne pas y aller. On avait déjà assuré le fait qu'elle continue C'est à vous l'année prochaine. Donc il n'y avait pas de sujet particulier. Mais de dire une réalité qui est que cette émission, elle n'appartient pas à ses animatrices, mais elle s'appartient à elle-même, c'est les faits qui le disent, c'est pas moi. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ça a choqué tout le monde, mais je le comprendrai peut-être un jour. Donc Anne-Elisabeth Lemoine. C'est à vous l'année prochaine. Voilà. Ouais. Les talents, pour le coup, j'ai travaillé un peu en télé, et ça rend fou un peu la télé. Surtout les gens qui font de l'antenne. Oui. Parfois, il y a du talent, c'est vrai. Parfois, il y a beaucoup d'ego. Ouais. L'équilibre entre ego et talent est fluctuant, je dirais. Ouais. Comment on gère les égos ?
Alors c'est assez marrant, c'est Xavier Niel qui dit ça, il dit Pierre-Antoine il se débrouille parce qu'il a tellement supporté les sous-talents qu'il est maintenant quand il travaille avec les grands talents c'est plus facile. Mais moi j'ai géré des animateurs du câble et du satellite il y a 20 ans qui avaient des melons pas possibles et qui étaient ingérables. Et aujourd'hui quand j'ai la chance de travailler avec Brad Pitt ou avec George Clooney ou avec Camille Cotin et qui sont adorables, professionnels. Quand on a tourné 10% avec George Clooney, il est arrivé le premier, grand sourire, il avait travaillé, il salue tout le monde, il est hyper facile à bosser. En fait, les plus grands talents, ceux que j'ai fréquentés, sont les plus simples à bosser. Et généralement, les plus chiants ne sont pas forcément les meilleurs. Donc, vous prenez sur vous, et puis vous leur dites la réalité et la vérité. Et j'essaie de parler à tout le monde de la même façon, et j'essaie de les traiter tous de la même façon, et surtout de leur donner... Il y a peu de gens qui leur disent la réalité des choses. Quand quelqu'un n'est pas bon à l'antenne, tout le monde va lui dire « t'es formidable ». Quand un acteur rate une pièce de théâtre, tout le monde va lui dire « mais t'es très bon ». Personne ne leur dit jamais la vérité. Donc de temps en temps, à mon niveau, de dire, je vais le dire parce que c'est mon ami à Mohamed Bouafsi, et c'est peut-être celui avec lequel je suis le plus dur, là t'as pas été bon, c'est pas bien, alors peut-être que ça va le vexer tout ça, mais il en tirera toujours quelque chose de bien pour la fois d'après et progresser. Et peut-être que quand vous êtes très dur avec quelqu'un, ça lui permet d'aller encore plus haut, c'est son cas, mais j'essaie de leur dire à tous, quel que soit leur niveau, star d'Hollywood ou animateur ou chroniqueur, la même chose. J'ai le sentiment que quelque chose a changé. Maintenant qu'il y a les créateurs de contenu, ouais. Il y a une sorte d'horizontalité entre le créateur de contenu et son public. Oui. Une sorte d'empathie naturelle. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les commentateurs de télé où on a l'impression que c'est un côté plus star. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut faire de la télé de la même façon qu'avant parce qu'il y a YouTube quoi? Est-ce qu'on peut faire de la télé de la même façon qu'avant? Je pense qu'on peut faire de la télé de la... Il y a un truc très différent aujourd'hui en tout cas, c'est qu'on est dans un écran au milieu d'une pièce où C'est à vous par exemple, on l'a inventé en se disant on va dîner en même temps que les gens qui nous regardent. On est chez eux, ils sont à table en train de dîner, on va faire la même chose. Il y a encore ce côté aujourd'hui où on rentre dans le salon des gens. La différence avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un côté sans doute encore plus direct parce que vous passez votre vie avec votre écran de téléphone et donc Squeezie ou Léna, ils font partie de votre quotidien. Mais pour bosser avec Léna, par exemple. Sur les Oscars, tout ça. Ouais, et de voir son rapport au spectateur. Et j'ai l'impression qu'il y a le même respect, le même lien et la même chose qu'avec un animateur de télévision ou qu'avec une star de cinéma. En tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être parce qu'elle est très premium et très qualitative. Peut-être que des Instagrammeurs ou des YouTubeurs moins vertueux n'ont pas la même relation. Je voudrais qu'on parle alors là, on est en train de parler d'audiovisuel, mais du futur de l'audiovisuel. Alors, c'est toujours dur de prévoir le futur. En plus, on va faire une vidéo et s'il faut, elle va être vue dans 5 ans. Et tout ce qu'on dit là me paraîtra très bizarre. Vous, si je vous dis, allez, dans 5 ans, comment ça va se passer? Les programmes qu'on va regarder, on les regardera quoi? Sur son téléphone? On les regardera sur un écran dans lequel vous pourrez... Votre téléphone, en fait, il vous servira aujourd'hui de console et il pourra balancer sur des écrans différents tout ce que vous allez regarder. Je pense que vous les regarderez beaucoup dans vos lunettes, qui est quand même aujourd'hui la grande tendance de... Vous portez des lunettes, quelle que soit la marque, Snap lance... Alors moi j'étais à la keynote, figurez-vous, de Meta, quand ils ont lancé leurs lunettes, là, l'an passé. Je les ai testées. Ça fait mal à la tête quand même. Hein. Au bout de 15 minutes ça va, mais à un moment donné, l'œil, en fait, il y a un aller-retour entre le vrai et l'écran. Alors, je pense que ça peut fonctionner, mais il y a quand même des choses à régler. Hein. Snap lance les nouvelles, là, leurs nouvelles lunettes les semaines qui viennent. Et il y a encore d'autres modèles qui sont développés par Meta qui sont déjà beaucoup plus forts. Mais vos écrans seront partout. C'est-à-dire que ce soit dans vos lunettes, dans votre voiture qui seront totalement autonomes, vous ne la conduirez plus. Ça, c'est une réalité. Hein. Vous êtes en Californie aujourd'hui, vous regardez sur les autoroutes, les gens soit dorment, soit regardent la télé, soit sont tournés de l'autre côté, mais ils ne conduisent plus. C'est des voitures autonomes partout. Donc la place de l'écran, elle sera encore plus importante et il n'y aura jamais autant besoin de contenu. Ça, c'est certain et c'est ce vers quoi on travaille. Après, qu'est-ce que les gens regarderont? Des contenus, je l'espère, hein, de plus en plus qualitatifs, mais il va y en avoir un nombre dingue. Et donc c'est là où nous, on doit émerger avec une offre un peu différente, premium. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est du qualitatif de plus en plus. Donc les lunettes, les téléphones portables partout. En fait,
de ce qu'on comprend et de ce qu'on ressent, la consommation de contenu, elle se fera en permanence sur tous vos écrans, mais dans des endroits que vous ne pouvez pas encore imaginer. Si demain je vous dis que votre voiture ne sera pas un lieu dans lequel vous conduirez, mais sera un lieu de divertissement, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais c'est le cas. Aux États-Unis, là par exemple, vous allez à Los Angeles, tout le monde est en Waymo. Donc Waymo, c'est un modèle qui a été créé par Google de voiture autonome qui coûte moins cher qu'un Uber ou qu'un taxi. Vous rentrez, il n'y a pas de chauffeur. Donc vous mettez votre point d'entrée et de sortie. Au début, vous dites mais c'est complètement flippant. Et puis à la fin, vous y habituez. Et dedans, vous allez avoir des écrans pour regarder des films, des séries. Et ça va être le cas de plus en plus, mais pareil dans les transports. Et puis vous aurez vos lunettes dans lesquelles vous pourrez regarder des choses. Et puis vous arriverez chez vous, votre frigo, il y aura un écran avec des contenus dessus. On sera que là-dedans, c'est notre futur. C'est pour ça que les expériences collectives, comme les concerts, comme les festivals, tous ces événements que vous pouvez être ensemble, vous allez les privilégier et les rechercher de plus en plus, parce qu'individuellement, quand vous serez avec vos lunettes, vous pourrez vivre des choses et vous aurez peut-être envie de temps en temps d'être avec des amis aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un souci, en fait, c'est que ce dont vous parlez, c'est les écrans. Ouais. Il y a un truc qui s'appelle les livres. Oui. Je ne sais pas si vous lisez. Oui, de moins en moins. Et j'ai une fille de 13 ans qui lit de moins en moins. Et quand on voit la chute aujourd'hui d'abord l'achat de livres, la lecture auprès des enfants, c'est une catastrophe. Ils sont incapables, c'est un des gros problèmes et qui est lié aux écrans et qu'on doit essayer de solutionner. Quand on fait le Comte de Monte Cristo, il n'y a jamais eu autant de livres qui se sont vendus et c'est notre rôle aussi, c'est d'inverser la tendance et d'essayer de faire en sorte que les jeunes reprennent goût à la lecture. Et j'ai eu la chance de rencontrer. Est-ce que c'est possible? Parce oui. que je dis ça de manière un peu provocatrice, mais ça a l'air cool. On est dans une voiture, il y a des écrans partout, etc. Mais en fait, c'est une révolution anthropologique Ouais. si les gens ne lisent plus. Il faut aujourd'hui qu'on soit capable, avec les réseaux, pour toucher les jeunes, d'être capable de les remettre à la lecture et de leur donner goût. Et j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines Reese Witherspoon, qui est un book club aux États-Unis, hyper influente. Dua Lipa aussi, ça. Exactement. Et je pense que c'est une tendance qui va arriver ici, et il faut qu'on l'accompagne et qu'on l'accélère pour remettre aujourd'hui tous nos jeunes avec des livres entre les mains. Après, on peut avoir un débat beaucoup plus large sur les devoirs qui sont faits par ChatGPT. On arrive aujourd'hui dans une société où ça devient de plus en plus complexe à cause de nos écrans. L'IA, vous parlez de ChatGPT, au-delà des devoirs faits par ChatGPT, c'est aussi des boulots. C'est-à-dire que là, dans l'audiovisuel, est-ce que l'IA ne va pas prendre la moitié des métiers qui existent aujourd'hui? On a aujourd'hui des IA qui sont d'une puissance. ByteDance a lancé Seedance, qui est une IA qui... Je ne sais pas si vous avez vu les films sur Twitter entre Brad Pitt et Tom Cruise qui se battaient extrêmement bien fait. Mais ça reste du cinéma, ça? C'est du cinéma d'ailleurs? C'est du cinéma. Ah ouais, c'est du cinéma. Moi, je trouve que ça crée un rapport en fait à l'image. J'en parlais avec Quentin Dupieux, figurez-vous, vous produisez. À partir du moment où il y a 40 Brad Pitt qui peuvent se battre avec 40 Tom Cruise, tout est possible. Et donc, du coup, je n'ai plus de fascination pour l'image. Il y a deux choses. D'abord, les acteurs, quand vous en parlez avec eux, George Clooney vous explique l'IA, il n'y aura aucune émotion qui sera aussi forte que quand je joue moi dedans. Et je pense qu'il a raison. Donc tous ces grands acteurs aujourd'hui sont en défense de leur jeu et ils ne seront pas remplacés demain. Donc il faut vraiment qu'on accompagne ça. La réalité, c'est qu'on voit ce qu'apporte l'intelligence artificielle en effets spéciaux, en capacité de produire de plus en plus rapidement. C'est complètement fou. Et donc, il faut qu'on soit attentif et pas sourd et qu'on accompagne ce mouvement pour faire en sorte d'un juste équilibre. Mais ce qui est certain, c'est que demain ou dans quelques semaines, un jeune de 16 ans dans sa chambre pourra faire son film avec tous les acteurs du monde et le balancer sur les réseaux sociaux. Ouais. Les stars de cinéma, je ne doute pas qu'elles continuent à exister. Mais moi, c'est les petits métiers manuels qui m'inquiètent. C'est-à-dire qu'effectivement, l'étalonneur... L'animation. Par exemple. Aujourd'hui, quand on fait Miraculous Ladybug, c'est énormément de personnes qui travaillent et qui les fabriquent. Et avec de l'IA, on est capable de faire à peu près la même chose, moins bien, aujourd'hui. Donc il faut qu'on se pose la question et qu'on arrive à embarquer tout ça avec nous pour respecter l'emploi, faire en sorte que les gens continuent de travailler. Ça, c'est des vrais sujets pour notre avenir. Ouais. Est-ce qu'il faut légiférer? Je pense, oui. Comment on peut encadrer ça? Ça fait partie des sujets qu'on essaie de mettre en place. Mais à un moment, quand vous êtes global, et comme les intelligences artificielles débarquent de partout,
il faut qu'on soit capable de trouver des solutions, parce que sinon ça va détruire un grand nombre d'emplois dans le futur. Je voudrais parler un peu de politique, si vous le voulez bien. Bien sûr. J'ai une question assez simple. Encore une fois, c'est une discussion, donc je vous pose des questions simples et directes, ça permet de gagner du temps. Est-ce qu'à votre niveau, on peut ne pas faire de politique ? J'essaie, avec toutes les critiques qui sont afférentes à ça, mais de rester totalement indépendant, de ne pas laisser penser pour qui je vote ou est-ce qu'il y a une couleur politique dans nos émissions. Alors, on peut dire pour certains qu'on est des couilles molles, mais la réalité c'est que voilà, on laisse une indépendance totale à tous nos producteurs, à tous nos animateurs pour qu'il y ait une indépendance sur nos émissions, que tous les courants soient respectés, qu'il n'y ait pas de ligne éditoriale précise, c'est essentiel pour nous. Après, c'est très difficile. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'essayer de rester indépendant que d'avoir une ligne éditoriale très forte. Et c'est une bagarre, mais on essaie de s'y tenir. Ça, effectivement, c'est la politique au sens la politique. Mais moi, c'est plus les rapports d'influence. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a des lois qui sont votées, il y a des rapports de pouvoir, de rapports de force, quoi. Bien sûr. Par exemple, vous êtes lancé sur un documentaire sur Emmanuel Macron avant qu'il soit élu. En 2016. Exactement, en 2016. Il était à 10%, je crois, d'intention de vote dans les sondages à l'époque. Vous lancez le truc, il n'y a pas de diffuseur. Bon, coup de bol, il est élu, etc., etc. Et je crois qu'aujourd'hui, vous le suivez depuis, je me trompe peut-être, mais je crois depuis 5, 6, 7 ans, disons, d'un documentaire qui est censé sortir juste après la future élection présidentielle, parce qu'il ne peut pas se représenter, etc. J'avais 2 questions. Est-ce que le fait de l'avoir suivi tôt, j'imagine qu'Emmanuel Macron, vous le connaissez peut-être mieux que moi, et que ça vous est bénéfique. Et ce documentaire qui est en train de tourner, parlez-moi un peu plus. J'ai passé plus de temps avec vous cette année qu'avec Emmanuel Macron. On a eu du bol, mais on a eu du flair, surtout. Quand Justine Planchon vient me voir, parce qu'il y a un risque financier à l'époque, elle me dit on va suivre un candidat qui est totalement inconnu, mais il y a peut-être une histoire à raconter. On décide de mettre une caméra avec lui, de le suivre. Personne ne voulait acheter ce documentaire, personne. C'est-à-dire que c'était à fond perdu. Puis le soir du premier tour, quand il passe, mon téléphone sonne et tout le monde voulait l'acheter. C'était assez rigolo de voir l'effet inverse. Il gagne, et pour la petite anecdote, il n'a pas vu une image de ce documentaire, et le lundi soir, quand le film est diffusé sur TF1, je me dis, quand même, on fait un film sur le président de la République, il n'a pas vu une image. J'imagine qu'il va y avoir des trucs qui vont lui déplaire. C'est une catastrophe. Il a eu la gentillesse de ne nous faire aucun commentaire sur ce qui avait plu, déplu. Certains ont dit que c'était de la propagande, d'autres ont dit que c'était nul. De toute façon, voilà. Mais on a quand même eu du flair d'avoir suivi un candidat qui avait peu de chance et qui s'est retrouvé président de la République. Il s'avère qu'il y a eu un rapport de confiance qui s'est établi et qu'on retourne avec lui depuis quelques années. Ce qu'on va faire de ce contenu, aujourd'hui, j'en sais rien. Ça ne sera pas quand il sera en exercice, de toute façon, pour ne pas que ça soit perçu comme un exercice de communication, mais je pense que ça sera, pour moi, un objet cinématographique qui pourra laisser une trace, parce que voilà, il y a à l'intérieur, alors je ne le vois pas et je ne m'en occupe pas, et on essaie de garder un peu de confidentialité dessus, mais des séquences assez fortes de ce qu'ont pu se passer ces dernières années. J'ai lu qu'il pourrait être diffusé sur une plateforme en termes de série à l'international. Franchement, tout est ouvert. La seule chose que je ne souhaite pas, c'est que ça soit perçu comme un objet de communication. Et donc, si c'est plus intelligent de le sortir sur une plateforme à l'inter, et pas en France tout de suite, pour se dire on ne cherche pas à faire plaisir, on cherche pas, on le fera comme ça, mais on se posera la question quand il sera terminé, monté, et on va laisser passer un peu de temps avant ça. Toujours dans la politique, alors vous avez été élevé au rang de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron donc en 17 octobre 2023, et puis vous avez été promu au grade de commandeur dans l'ordre des arts et des lettres le 21 octobre 2025. Vous pourriez refuser. Vous l'acceptez parce que pour vous c'est important? Alors je l'ai accepté parce que de là où je viens, à Trouville, d'abord, juste que vous sachiez, j'ai été chevalier puis officier des arts et lettres, je ne me suis jamais fait remettre décoration, et commandeur non plus. Donc il s'avère que mon père a fait la guerre d'Algérie, que quand il est décédé, sur son cercueil, il y avait ses médailles militaires, et que c'était quelque chose qui était important pour lui, et que je me suis dit que ça aurait été extrêmement irrespectueux de la refuser quand elle m'a été
proposé par la ministre de la Culture à l'époque. Donc voilà pourquoi je l'ai fait. Peut-être que je ne la mérite pas. Ce que je sais, c'est que j'essaie de faire rayonner la France à l'international à travers nos contenus et que c'est dans ce cadre-là que cette médaille m'a été remise. J'ai lu que vous vouliez que Media One produise des jeux vidéo et de la musique à l'avenir. J'adorerais que Media One ait la capacité de... Ce qu'on crée, c'est des marques, ce qu'on appelle des IP, et que ces IP, elles puissent rayonner dans plein de territoires différents. Et est-ce que Backroom pourrait devenir un jeu vidéo demain? J'imagine que oui. Est-ce que Miraculous Ladybug va devenir un jeu vidéo? Ça l'est déjà, mais encore plus. Donc la réponse est oui. Et sur la musique, c'est la même chose. Comment on peut, dans nos contenus aujourd'hui, réfléchir à une intégration différente des musiques, organiser peut-être des festivals, des concerts. Donc tout ce qui pourra rayonner autour de nos IP et de nos marques, on va le faire. Ouais. En fait, il y a une sorte effectivement de tout devient marque. C'est-à-dire que chaque individu est une sorte de marque qu'il s'agit de faire rayonner à l'international dans différents médias. C'est ça l'idée, hein. Je vous donne l'exemple de 10%. 10%, c'est né de l'idée de Dominique Besnéard, c'est son histoire, celle d'un agent, et donc il écrit une série qui correspond, ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit, qui était son histoire. À l'époque, elle est refusée par une chaîne de télévision, puis finalement, France Télévisions décide de l'acheter, en mettant qu'une partie du budget, et je crois que c'est TF1 qui prend les droits de distribution. Pour vous dire à quel point il y avait peu de foi dans ce programme. Il marche plutôt bien en audience, mais ce n'était pas non plus dingue. Il faisait 3,5 millions de téléspectateurs. On s'associe avec Dominique Besnéard. Netflix diffuse cette série sur sa plateforme. Il y a un succès international qui arrive. Pas autant que Lupin, mais en tout cas, on parle de cette série. Et avec Media One, on décide de faire des remakes. Donc le remake italien qui est diffusé sur Sky, qui est la série la plus vue en Italie. Il y a Eva Longoria qui en fait là la version latino, il y a la version anglaise, la version coréenne, la version canadienne. Il y a une douzaine de séries dans le monde qui sont adaptées de 10% dans leur version locale. Et nous, on signe avec LeBron James qui dit « je vais m'en faire une série sur le sport ». Donc il va y avoir le 10% du sport aux États-Unis, coproduite par Brad Pitt et LeBron James. Sur HBO Max, hein, je crois. Exactement, on a signé avec HBO. Et donc d'une petite série française, on arrive à la faire rayonner dans le monde entier. C'est pour quand, le 10% de sport? Tournage l'année prochaine. Et donc, notre enjeu à nous, il est de se dire comment d'une marque, on peut faire rayonner sur tous les supports. Alors, si c'est de la musique, si c'est une exposition. Le Comte de Monte Cristo a été en ciné-concert au Palais des Congrès l'an dernier avec beaucoup de succès. On essaie honnêtement aujourd'hui de donner de la profondeur à ces marques-là et tout ce qu'elles peuvent devenir, se transformer, on est à l'écoute. Backrooms, je suis convaincu, et on en discute avec les équipes, que demain, vous avez tout un tas d'exploitations possibles autour de cette marque. Et on va le faire. Aussi, vous allez faire un film sur le foot avec la FIFA, un peu l'équivalent de F1, je crois que c'est dans les tuyaux. Alors, on a discuté l'an dernier avec Gianni Infantino et les équipes de Plan B pour voir ce qu'on pouvait faire autour du foot, comme on l'avait fait autour de la Formule 1, par passion personnelle, mais aussi parce que c'est une bonne façon de raconter des histoires. C'est des projets qui sont longs, qui mettent du temps, mais oui, on y travaille. Les studios de Reims, oui. Je crois que vous avez racheté une ancienne base militaire. Exactement. Chez la base aérienne 112. Exactement, la base 112. 50 hectares. Exactement. Pour faire un studio de cinéma un peu comme les studios de la Victorine de Nice, mais là à Reims, dans les environs de Reims. Ouais. C'est quoi ça? En France, on n'était pas totalement prêt à accueillir des tournages internationaux, que dans le cadre du plan France 2030, il y a eu tout un tas de subventions qui ont été données pour créer des studios, donc il y a eu de nombreuses initiatives et qu'on a décidé, nous, alors c'est Xavier Niel qui en est le lead, et c'est à titre personnel de créer des studios donc, qui vont servir à nos productions. Et il y a un crédit d'impôt qui est aujourd'hui en France extrêmement attractif pour les productions internationales. Et donc toutes les productions internationales qui se tournent à Londres jusqu'à maintenant, si on arrive à en rapatrier une partie en France et à Reims, on sera très heureux. Donc on est en plein travaux en ce moment et j'espère qu'on pourra, là en 2028, l'inaugurer et tourner quelques-uns de nos grosses franchises et de nos gros films là-bas. C'est absolument génial. Là, c'était du cinéma, ça vous a pas rebuté à le faire Luc Besson qui a... D'abord, quand vous êtes dans Paris, c'est toujours un peu plus coûteux. Ouais. Et là, on l'a fait dans une économie, on va dire, maîtrisée. En fait, on garde les vieux hangars d'avions et on les transforme en studio de cinéma. J'ai une dernière question parce que vous savez, Brut touche beaucoup de monde. Hein. J'espère en tout cas que le maximum de gens vont regarder cette vidéo. Pas mal de jeunes aussi. Vous avez lancé Troisième œil, vous avez 26 ans. Il y a potentiellement des gens qui ont 20, 25, 26 ans qui vous regardent.
certains qui vous connaissent, peut-être certains qui vous découvrent. Il y a toujours la question un peu tarte à la crème, les conseils, et en général, l'interviewé dit non, moi je ne donne pas de conseils. Néanmoins, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans la création à grande échelle de contenu? D'abord que si on y croit, qu'on a une bonne idée, qu'on est convaincu, il faut aller à 100 à l'heure et ne pas se laisser intimider par des non, des refus, des échecs, parce que vous allez en connaître plein pendant toute votre vie, et que si c'est ce que vous avez envie de faire, il faut vous lancer. Il n'y a jamais eu autant de possibilités aujourd'hui de se faire connaître grâce au digital, grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, et donc il faut essayer d'aller toucher le public là où il est. L'avantage c'est qu'aujourd'hui vous pouvez le toucher en un clic, et donc soyez créatif. Et moi je pense, si vous voulez faire de l'influence, faites-le par de la réalisation, par des scénarios, par des idées, plus qu'une influence commerciale pour dire bonjour, je m'appelle un tel et je vais te raconter ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez être créatif artistiquement, et c'est là-dessus où on attend les nouvelles générations. Je pense que si vous avez envie d'être réalisateur aujourd'hui, c'est le moment de prouver ce que vous êtes capable de faire. Et une image, je reprends l'exemple de Backroom, une image, un mème posté sur Internet, un jeune de 16 ans qui fait une vidéo YouTube, un court-métrage, donne naissance à l'une des plus grandes franchises d'Hollywood. C'est ce que vous devez vous dire. Si vous êtes capable d'embarquer des univers, vous allez sans doute y arriver, donc lâchez pas.